Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints ici à l'amphithéâtre Delors. C'est notre dernier jour au forum Paris Defense and Strategy Forum. Alors, on va poursuivre notre réflexion sur ce thème majeur, l'Europe à la croisée des chemins. On va accueillir aujourd'hui encore des personnalités de haut niveau pour projeter l'Europe de demain en repensant les alliances et les coopérations, en appréhendant les nouveaux enjeux régionaux et géopolitiques, et puis en créant les nouveaux outils et nouvelles technologies qui feront la différence. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment poser vos questions à nos intervenants. On essaiera de garder un petit temps à la fin de chaque séquence pour que vous puissiez réagir. On a un micro qui se baladera dans la salle. Alors, au cœur d'une Europe bousculée par la guerre et la montée des populismes, la cohésion nationale est devenue un enjeu majeur dans un contexte de menaces accrues. Renforcer cette cohésion peut devenir une priorité essentielle. L'esprit de défense, loin d'être inné ou spontané, est avant tout une volonté, la volonté de tous les citoyens, qu'ils soient civils ou militaires, de défendre ce qu'ils ont en commun, ce sentiment d'appartenance qui nous lie et qui nous permet de faire nation. Alors, pour construire cette cohésion nationale, il est nécessaire de donner à tous la capacité de percevoir et de comprendre clairement les enjeux et les menaces qui pèsent sur le pays, ainsi qu'une conscience de l'effort de défense lié. Mais donc, dans une période d'accélération du monde et des conflits, propice au développement et à la mise en lumière des failles et divisions internes, comment réussir à penser et à agir en commun? Comment donner du sens à l'esprit de défense? Et plus concrètement, comment est-ce qu'on fait nation en France au XXIe siècle? C'est la question qui va animer les échanges de notre prochain panel, animé par Chloé Debiève, chargée de domaine au Centre interarmé de concepts, de doctrine et d'expérimentation, le CICDE. Chloé, je vous invite à monter sur scène. Général, Monsieur Péchanski, Asma, Rémi, chers intervenants, Mesdames et Messieurs présents aujourd'hui, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse de modérer cette séquence ce matin, en ce dernier jour de PDSF, intitulée « Comment faire nation au XXIe siècle ?» Vaste et complexe question, mais ô combien centrale aujourd'hui. Je me présente, je suis Chloé Debiève, chargée de domaine influence et lutte informationnelle au CICDE, Centre interarmé de concepts, doctrine et expérimentation. Je suis civile de la défense et également officier de réserve de la Marine nationale. Avant de présenter nos intervenants, je commencerai par quelques mots sur cette table ronde qui a été pensée pour nous permettre de réfléchir au concept d'esprit de défense, de cohésion nationale, de ce qu'est une nation et de comment, surtout, parvenir à faire ou refaire peut-être nation. En effet, dans une période d'accélération du monde et des conflits propices au développement et la mise en exergue des failles et de nos divisions internes, comment réussir à penser et agir en commun? Comment donner du sens à des concepts a priori abstraits? Comment leur donner vie? C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre aujourd'hui. Pour répondre à cette question, nous recevons 4 intervenants au parcours et expériences bien différents, mais au regard essentiel et surtout complémentaire pour un moment qui se déroulera en 2 temps. Penser les concepts d'abord, leur donner vie par l'action ensuite. Quelques mots sur chacun d'entre vous. Je commencerai par vous, général de corps d'armée Loïc Mison. Général, vous êtes aujourd'hui gouverneur militaire de Paris, Saint-Cyrien de formation. Vous avez choisi les troupes de marine à l'issue de votre scolarité. Vous avez notamment servi au régiment d'infanterie chars de marine, où vous avez été déployé à plusieurs reprises à l'étranger, ainsi que 2 ans comme officier adjoint au sein du 43e bataillon d'infanterie de marine à Abidjan. Vous avez, sur cette première partie de carrière, également, entre autres, occupé les fonctions de chargé de relations institutionnelles au sein de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, au secrétariat général pour l'administration.
Breveté de l'école de guerre, vous avez ensuite servi au cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre, avez été détaché au ministère des Affaires étrangères comme conseiller politique à la direction de l'Afrique et de l'océan Indien. Vous avez également été adjoint au chef du bureau J3 Afrique au CPCO, le Centre de planification et de conduite des opérations, commandé la force de réserve de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, avait été affecté aux États-Unis en tant que premier officier de liaison de l'état-major des armées auprès du chef d'état-major américain du Pentagone, puis de nouveau, quelques années plus tard, à Tampa, pour être le représentant national principal auprès du commandement de l'opération Inherent Resolve. Vous avez plus récemment été chef d'état-major du commandement des forces terrestres à Lille, puis gouverneur militaire de Paris depuis le 1er octobre 2024. Général, merci beaucoup d'être parmi nous et pardon de n'avoir pas pu citer l'ensemble de vos affectations passées au cours de cette longue et belle carrière. Je poursuivrai avec Denis Péchanski. Monsieur Péchanski, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et président du Conseil scientifique et d'orientation de la mission des 80 ans de la Libération. Historien de la Seconde Guerre mondiale, vous avez notamment écrit des ouvrages sur le régime de Vichy, la collaboration et la résistance. Depuis la fin des années 2000, vous avez plus spécialement exploré les questions mémorielles en vous attachant en particulier aux attentats terroristes aux États-Unis et en France. Vous avez ainsi piloté et animé plusieurs projets dans ce domaine, dont un sur la mémoire du 13 novembre, programme 13 novembre, qui a été retenu par les investissements d'avenir et qui doit s'achever dans quelques années. Consultant historique de la Fondation pour la mémoire de la déportation et Fondation pour la mémoire de la Shoah, vous présidez depuis 2006 le conseil scientifique du mémorial de Caen, celui de l'ECPAD et celui du mémorial de l'ancienne guerre de déportation de Bobigny. Vous êtes également membre de plusieurs comités mémoriels et de la mission de préfiguration du musée mémorial du terrorisme installé par le président de la République. Merci d'être parmi nous. Asma Mala, Asma, tu es politologue et essayiste, docteur en sciences politiques, spécialiste de géopolitique, de l'IA et de Global Tech. Tu es chercheur associé au laboratoire d'anthropologie politique de l'EHESS, École des hautes études en sciences sociales, et également enseignante à Sciences Po et Polytechnique. Tu as publié en 2024 l'excellent Technopolitique aux éditions du Seuil, un essai percutant dans lequel tu oses une thèse forte: les technologies de l'hypervitesse, à la fois civiles et militaires, font de chacun d'entre nous des soldats. Notre cerveau étant devenu l'ultime champ de bataille. Et c'est ici finalement la démocratie qui est en jeu, et aussi, plus largement peut-être, cette capacité justement à faire nation et à penser en commun, dont nous parlerons ensuite. Merci beaucoup, Asma, d'être parmi nous. Et pour finir, Rémi Defritsch. Rémi, tu es président de l'association Les Jeunes IHEDN, première association européenne et générationnelle sur les questions d'engagement, de défense et de sécurité, placée sous le double parrainage du ministre des Armées et du chef d'état-major des armées. Cette association dénombre aujourd'hui plus de 2800 membres, étudiants ou jeunes professionnels, 14 comités d'études, 14 délégations régionales et 25 délégations internationales. Tu es de formation ingénieur, auditeur de l'IHEDN cycle jeune, donc, d'abord investi dans l'association des jeunes IHEDN avec le comité d'études Armées du futur, puis à travers le pilotage de plusieurs groupes de travail, dont un portant sur l'espace. Tu es ensuite devenu secrétaire général de 2023 à 2024, puis président de l'association depuis juin 2024. Soucieux du contexte national et international, vous essayez, au sein de cette association, d'agir à votre niveau en faveur de l'esprit de défense au sein de la jeunesse. Cela passe par l'organisation de... Je crois qu'on a... Problème de son, c'est revenu. L'organisation de conférences, rédaction d'articles, enregistrement de podcasts sur des thématiques d'actualité, et vous organisez pas moins de 400 événements par an. Vous nous parlerez donc plus en détail, tu nous parleras de la place justement de cette jeunesse et cette volonté de faire nation. Chers intervenants, merci à tous les quatre d'être présents
Et sans plus attendre, commençons par un premier axe, si vous le voulez bien, de première réflexion autour des concepts, afin de poser un cadre et d'être sûr aussi de parler des mêmes choses et des mêmes mots aujourd'hui. Général Mison, qu'est-ce que pour vous l'esprit de défense ? Au-delà, qu'est-ce qu'une nation et que veut dire faire nation en France aujourd'hui ? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis évidemment très heureux d'être là aujourd'hui dans un tempo historique qui est assez singulier. Donc c'est évidemment un thème de conférence très intéressant. Au départ, en réfléchissant à l'ordre des intervenants, je me suis dit que c'était peut-être pas très malin que je parle avant M. Péchanski, parce que nous sommes beaucoup plus dans l'action que dans la réflexion. Puis ensuite, je me suis dit qu'en fait, c'était mieux, parce que de toute façon, ce que je vais dire sera beaucoup plus modeste et que ce qui pourra ensuite développer en termes de concept. C'est évidemment une question majeure pour nous. En introduction de ces quelques minutes, je vous rappellerai une époque que les moins de 20 ans n'ont pas connue. C'est l'époque de l'engagement en ex-Yougoslavie. En effet, le retour de la guerre en Europe, pour ma génération, en fait, elle n'est pas récente. La guerre était dans une capitale européenne, Sarajevo, dans les années 90. Et à cette époque, c'était parmi les premiers militaires qui réécrivaient, parce que pendant très longtemps, la pensée militaire avait été assez glacée, c'est-à-dire il y avait peu de livres qui sortaient. Et un officier général avait écrit un livre qui s'appelait « Pour qui meurt-on » ? Et c'était toute la question de savoir si les militaires, on pouvait être engagés et on pouvait mourir pour le drapeau de l'Union européenne ou de l'Organisation des Nations Unies. Donc ces questions-là, au-delà évidemment des périodes de formation que nous avons, comme vous le savez, très régulièrement dans les armées, école d'état-major, école de guerre, voire enseignement militaire très supérieur, nous y réfléchissons de manière extrêmement concrète. Qu'est-ce qui va faire qu'un jeune garçon d'une vingtaine d'années, qui vient d'être bombardé par la République serbe de Bosnie, va sortir de la patinoire de la Skanderia à Sarajevo pour prendre son tour de garde? Voilà. Qu'est-ce qui va faire qu'il va avoir le moteur pour le faire? Et c'est bien ça toute la question que nous avons. Très honnêtement, au bout de 35 ans de carrière, je n'aurais pas imaginé qu'un des 3 triptyques du plan d'action stratégique du chef d'état-major des armées soit la cohésion nationale. Aujourd'hui, le chef d'état-major des armées, et donc moi qui suis un de ses subordonnés directs, je développe mon action là-dedans. Un des 3 triptyques, ce sont la réactivité opérationnelle, le partenariat stratégique et la cohésion nationale. Il est donc absolument nécessaire de réfléchir à ces questions. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne développerai pas des grands concepts philosophiques. Je partirai du principe à la fois de mon expérience et de la singularité française. La singularité française, c'est que nous avons eu, tout au long de la construction nationale, une forme d'interpénétration entre ces 3 concepts que sont l'État, la nation et l'armée. On ne peut pas dire que l'un, et c'est peut-être en France l'État qui a préexisté et qui a permis l'émergence des 2 autres. D'autres pays se sont construits différents. Les Kurdes ne sont pas une nation, les Kurdes sont une nation mais ne sont pas un État. L'Allemagne s'est considérée, autour de Goethe, etc., comme d'abord une nation, c'est le droit du sang. Pour notre part, nous avons eu une vision extrêmement, dynamique de ce que nous étions. C'est évidemment la célèbre phrase de Goethe sur Valmy, qui conteste la victoire de Valmy, la première victoire de la Jeune République. Et Goethe dit, là, il s'est passé quelque chose d'historique dans l'histoire européenne. Pour la première fois, une nation en armes s'est levée et a montré que ce n'était pas les armées qui gagnaient la guerre, mais c'était bien un peuple qui gagnait la guerre. Et donc on voit bien, et tout ça a été permis grâce à la préexistence, à la construction lente, d'abord par la monarchie, puis par l'Empire, puis par la République, de ce que nous nommons l'État.
Donc moi, je m'arrêterai à des concepts assez simples. Nous vivons un État, c'est bien la conjonction d'un gouvernement, d'une population, et c'est bien, et d'un territoire, et c'est bien à partir de ces concepts-là que nous, militaires, réfléchissons. Ensuite, il est intéressant pour nous de voir, comme je l'ai dit, que tout le monde se remet à réfléchir à ces concepts-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a une accélération sociologique, il y a eu la suspension du service national, il y a la disparition d'un certain nombre de rites républicains, c'était le baccalauréat, c'était une forme de socialisation à travers une religion dominante, c'était la conscription, le service militaire obligatoire, à partir de 1997, et nous avons dû, à ce moment-là, d'une certaine manière, l'émergence d'un nouveau concept, et que je dénonce, c'est ce qu'on a appelé le lien armée-nation. Ce terme de lien armée-nation, pour ma part, je ne me l'approprie pas, je ne l'apprécie pas, parce que ça donnerait l'impression qu'il y a d'une part la nation et d'autre part l'armée. Pour moi, c'est par définition peut-être la chose la pire, puisque pour que nous puissions être efficaces, nous devons être absolument au cœur de la nation, nous devons être au cœur de la volonté collective, de la défense de ce qui nous unit. Donc c'est ce lien armée-nation qui nous a été utile pour garder de manière ténue, et notre modératrice a évoqué, quand j'étais très jeune, j'ai été à la constitution de ce qu'on a appelé les trinômes académiques, on en parlera dans la deuxième partie, et donc ça a été une manière très ténue de maintenir le lien entre des gens qui nous regardaient de manière spectateur. Et je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je vais terminer par j'ai été beaucoup frappé aux États-Unis à ma première affectation. Quand vous promenez dans les rues de Washington, D.C. en uniforme, des citoyens américains de toutes conditions vous disent « Thank you for your service ». Thank you for your service. Alors, quand vous arrivez de France, où on vous déconseille de vous promener en uniforme dans Paris parce qu'on pourrait susciter voilà, vous êtes évidemment assez fier en disant bah là c'est quand même un pays vachement bien, ils reconnaissent mon action. En fait, un certain nombre de sociologues américains ont beaucoup réfléchi à cette phrase, et j'avais été très frappé d'un article du New York Times où un sociologue américain expliquait que cette phrase-là, « Thank you for your service », qui flatte notre ego, n'était jamais complétée de ce qu'il estimait être la conclusion de cette phrase, la fin de cette phrase, qui était « Merci pour votre service, cela me permet à moi de ne pas faire le mien ». Voilà. Et donc il y avait toute une réflexion autour d'une forme de délégation à l'armée professionnelle, de l'emploi de la violence légitime, qui est la définition majeure. Hein. L'armée, c'est bien l'emploi de la force de la violence légitime pour imposer une volonté politique. Et donc, je vous invite à réfléchir à cette phrase et à aller plus loin de ce « thank you for your service ». Ce qui est absolument majeur, c'est pourquoi se bat-on, pourquoi meurt-on ? Et cette question-là, j'oserais dire que ce n'est pas à ma génération d'y répondre. C'est à votre génération d'y répondre. Rémi, Asma, Chloé. C'est à vous de décider, à votre âge, au XXIe siècle, qu'est-ce qui fait que nous allons sortir de nous-mêmes, sortir de notre confort, sortir de notre routine, pour employer un terme à la mode sur les réseaux sociaux, pour défendre, pour m'engager au-delà de ce que j'ai l'habitude de faire dans la vie, dans ce moment que le ministre a qualifié. Ce n'est plus la paix, ce n'est pas non plus la guerre, c'est entre les deux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Général. Donc, une vision vers le futur. On va peut-être poursuivre avec une vision qui sera plutôt vers le passé, il me semble, avec vous, Monsieur Péchanski, qui allait nous parler de défaire nation. Oui, d'abord pour vous remercier en premier lieu, bien sûr, pour ces échanges, même si j'ai été doublement agressé par mon voisin, puisque j'ai été renvoyé du côté des bavards, alors que lui était du côté de l'action. Ce qui n'est pas totalement faux. Et ensuite, quand il a parlé des nouvelles générations qui allaient être confrontées à un certain nombre
de problématiques. Curieusement, il a sauté ma place et il s'est adressé aux autres, je ne sais pas pourquoi, mais bon, on va faire avec. Donc, faire avec, ça veut dire que dans un premier temps et dans un deuxième temps, je donnerai des pistes pour faire nation, mais je voudrais m'arrêter sur la façon dont on défait nation. Bon. Avec une référence historique, bien sûr, sur 2 moments, mais le premier moment essentiel, c'est sur la fin des années 30 en France. Et défaire nation, ça veut dire, dans le vocabulaire qu'avec mon collègue et ami, malheureusement disparu aujourd'hui, Pierre Laborie, très grand historien des représentations sociales des années 30-40 et de l'opinion publique, on appelait crise d'identité sociale et nationale. Bon. Crise d'identité sociale et nationale, ce qui se passe à partir de 1938 en France, c'est une sorte d'effondrement de l'intérieur, de repli sur soi, d'atomisation de la société. On perd les relais traditionnels et on se coupe des valeurs qui étaient constitutives de cette communauté nationale. Se couper des valeurs, c'est-à-dire qu'on perd les références héritées de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, laïcité à la fin du XIXe. On se coupe de cet héritage qui nous vient aussi des Lumières. Et ça, c'est tout à fait caractéristique de cette fin des années 30 dans la montée des périls sur lesquels je ne vais pas m'attendre, en sachant simplement, je suis un peu frappé par la récurrence géographique de Munich dans différentes périodes. Je ne sais pas pourquoi cette pauvre ville est condamnée à écouter les pires âneries. Mais ça voulait dire, crise d'identité nationale, que la société était travaillée par l'anticommunisme, la xénophobie, l'antisémitisme et le pacifisme. Ça, c'était les 4 facteurs qui étaient un facteur de déconstruction avec, encore une fois, une atomisation de la société et une perte des structures de socialisation. Et on sait bien que c'est comme symbolisé en quelque sorte quelques mois plus tard par l'effondrement de l'intérieur qu'a constitué l'exode. Et il est évident que ces mécanismes-là ont favorisé le soutien au nouveau régime, à l'État français, fondé à la fois sur la Révolution nationale, les choix de la collaboration, la Révolution nationale étant un mélange d'exclusion de ceux qui sont considérés comme responsables de la défaite et de rassemblement des éléments dits purs autour des valeurs traditionnelles, travail, famille, patrie, piété et ordre. Bien. Donc là, on a ce mécanisme de déconstruction. Je reviendrai peut-être sur la résistance comme mécanisme de reconstruction, justement. Mais je voudrais sauter quelques décennies, parce qu'on va retrouver, cette grille est bien utile pour expliquer ce qui s'est passé à partir de, je dirais, du milieu des années 80 à divers moments. Des mécanismes ces mêmes mécanismes-là d'atomisation de la société, mais qui passent à partir de ce moment-là, et surtout depuis 20 ans, par une forme de communautarisation. C'est-à-dire qu'on perd les structures nationales, on perd la référence partagée, et on se replie, et c'est entretenu par le communautarisme. Et ça, ce mécanisme-là, qui est tellement présent depuis ces dernières décennies, est un facteur de déconstruction, une incapacité à penser nation. Donc là, ça nous donne évidemment des pistes pour le deuxième moment, mais l'idée que ce qui est le bagage partagé des Français, quelles que soient leurs origines, vient en second par rapport à l'appartenance identitaire à une de ses composantes,
c'est un élément essentiel de, pour moi, la crise d'identité sociale et nationale. Merci beaucoup, Monsieur Péchanski. Asma, peut-être, pour poursuivre sur... alors, ce n'est pas directement le sujet que tu traites, mais en fait, si, quelque part, parce que dans cet essai, notamment technopolitique, tu parles un petit peu de tout ça, et surtout aussi de défaire nation et de ce qui se passe en lien avec la technologie. Est-ce que tu peux nous en parler davantage ? Alors, il y a beaucoup de choses qui... Bonjour à tous déjà, et merci Chloé pour l'invitation. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et évoquées par mes illustres prédécesseurs. Et le parallèle avec les années 30 est très très intéressant. Et vous le marquez dans les années 80. Et je dirais qu'il s'est extrêmement accéléré. La notion de détricotage, de l'atomisation s'est accélérée au tournant en réalité des années 2010. Et ce qui s'est passé à peu près à ce moment-là, qui était antérieur et latent, mais qui est une vraie rupture, c'est l'usage politique des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux devenus armes de guerre. Et ce qui m'amène donc à un deuxième rebond qui était avec celui de Général Mison, qui est en fait l'hybridité, les nouvelles conflictualités dites cyber-hybrides, où vous avez aujourd'hui le cyberespace comme nouvel espace, non pas simplement de guerre ou de conflit, on va dire, entre nations, mais où, en réalité, et c'est là aussi où c'est intéressant de réfléchir à la question du lien armée-nation. Je ferai un petit détour très très rapide par Clausewitz, mais c'est l'idée de comprendre de façon assez radicale et définitive, mais vraiment définitive, parce que là c'est terminé le blabla, les tables rondes, on va poser des doctrines. Ça c'était bien il y a quelques années quand on en avait encore le temps. La vérité c'est qu'aujourd'hui la conflictualité est partout, que les temps de paix sont à mon sens terminés, mais qu'on attaque, et on l'a déjà dit en termes doctrinal, on attaque une nouvelle phase, qui est cette phase hybride, grise, la paix. On ne sera plus jamais réellement en guerre, disons, cinétique, au sens où on pouvait l'entendre dans nos imaginaires qui viennent précisément des années 30-40. On ne sera plus du tout en paix. Il y a quelque chose de complètement nouveau qui est infiltré dans la société civile ou dans ce qu'on appelle la nation et qui est en fait la polarisation, la désinformation, la mésinformation, les nouvelles orientations idéologiques. Et ce qui est particulièrement intéressant là en ce moment depuis quelques mois, vous évoquiez le discours de Munich de J.D. Vance récemment, et c'est ça en fait qui est probablement le plus inquiétant. Parce que si en termes de doctrine, écoutez bien, si en termes de doctrine, on avait déjà posé la question de la conflictualité informationnelle, les nouvelles luttes informationnelles, demain, et en fait elles sont déjà en cours, ce qu'on appelle les guerres ou les enjeux de sécurité cognitive, j'y reviendrai. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, notre principal allié, les États-Unis, est en train de devenir notre ennemi. Et je pèse mes mots. C'est très intéressant de voir la nouvelle rhétorique américaine, qui est très... Carl Schmitt, en fait. L'ami, l'ennemi. Eux, nous. Et alors, et c'est très poreux, c'est les woke, c'est les juifs, c'est les arabes. Vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez là-dedans, et c'est d'ailleurs le principe. Et c'est cette infusion, cette infiltration du discours idéologique sur un tissu national et sur un mécanisme ou une architecture démocratique qui est extrêmement fragilisée. La défiance vis-à-vis des responsables politiques, la défiance vis-à-vis des médias dits mainstream, etc., qui fait qu'en réalité, en effet, nous avions collectivement, nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive, nous avons collectivement installé un climat de défiance où les repères s'effondrent, où vous avez cette polarisation qui ne vient pas du tout de la guerre, qui vient de contextes sociaux et qui vient aussi de contextes économiques. Il est toujours très étonnant de voir que dans les discours et dans les analyses qu'on peut avoir en termes de sécurité-défense, jamais les analyses paradigmatiques sur la question du capitalisme, par exemple, capitalisme non pas comme système économique, capitalisme comme système idéologique ou méta-idéologique, en fait, n'est jamais évoqué. Et peut-être l'autre parallèle qu'on peut trouver avec les années 30, c'était en fait ce qui s'était passé avant, c'était la crise de 29. On a deux points de bascule historiques, je dirais, à notre époque à nous. C'est la crise des subprimes de 2008 dont on ne parle jamais, ou pas tellement, qui ne revient pas, et qui est une architecture de ce début de
bombe à retardement de la première puissance mondiale, et donc occidentale, et donc chez nous. Et la deuxième, c'est la crise du Covid, qui va faire un mal et dont on n'a pas fini de payer le prix. Et donc, l'hybridité des nouvelles conflictualités a ceci d'intéressant que, en fait, la menace n'est plus que extérieure. Ce serait trop facile. Ce serait trop facile, et c'est peut-être le défi de notre époque et de nos générations, ce serait trop facile de ne penser la menace que venant de nations extérieures. Ça l'est, mais ça n'est pas que ça. Et donc, ça suppose une responsabilité collective. Ce qui m'amène à la question de faire nation. Il y a plusieurs choses. La première, c'est de sortir de soi, de voyager beaucoup, 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 et de benchmarker. Ça, c'est un truc un peu qui est à la mode, même dans le secteur privé, mais d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Et ce qui se fait ailleurs, c'est le Canada et les pays scandinaves, et notamment la Finlande et la Suède, qui ont compris cette dualité des conflits, cette dualité de la technologie qui sont à la fois civiles et militaires, ce qui m'amène à dire que nous sommes tous des combattants, que nous sommes tous des soldats, et tout l'enjeu, c'est de le comprendre. Une fois qu'on a compris qu'on n'était pas simplement en train de consommer des contenus passifs, mais que ce faisant, nous étions déjà dans une forme de guerre invisible, si tout le monde a déjà compris ça, on aura fait un énorme pas en avant. Et donc, les pays scandinaves, ce qu'ils ont par exemple commencé à développer, ou créer même, ce sont des agences, disons, de résilience, ou en tout cas de sensibilisation cognitive de la population civile, à commencer par ce qui permet, si vous voulez, les canaux de transmission, qui sont les agents, les écoles. C'est Foucault, c'est en fait toutes les institutions, disons, du biopouvoir ou du pouvoir, qui permettent justement de relayer ce discours, et donc de nouveaux réflexes cognitifs, une nouvelle hygiène cognitive, et c'est absolument essentiel. Et puis après, il y a quelque chose qui est sur le concept même de faire nation, qui, moi, je trouve, est très gênant, conceptuellement. La nation, c'est quoi ? Je veux dire, c'est impossible désormais de l'envisager comme un bloc seul, marchant dans une même direction comme un seul homme. Aujourd'hui, les chevaux de Troie, les 5e colonnes sont intérieures. Et c'est impossible, si on revendique encore d'être en démocratie, d'obliger des concitoyens, des compatriotes à penser comme nous. C'est impossible, c'est antinomique à l'architecture démocratique. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est comment est-ce qu'on continue à avoir des repères communs sans avoir, si vous voulez, ou la verticalité de ce qu'on va appeler la vérité. Ça, il va falloir, si on veut avoir une chance de s'en sortir, il va falloir qu'on sorte de ces dogmes-là et qu'on arrive à embrasser cette, en fait, pluralité des points de vue et même des gens qui ne pensent pas comme nous. Et on le voit en ce moment avec la polarisation des médias, par exemple. Donc, on a des énormes chantiers face à nous, énormes, à condition de comprendre que la menace est aussi, en fait, et elle est double, elle est duale, elle est certes extérieure, mais ça, c'est la partie la plus facile, mais elle est surtout, aujourd'hui, intérieure. Et c'est là où on a un énorme chantier. Merci beaucoup, Asma. Des chantiers, alors Rémi, des chantiers, il y en a beaucoup chez les jeunes IHEDN. Le point de vue de la jeunesse, puisqu'on parle de jeunes générations, comment vous appréhendez ces concepts ? On parlera après de comment vous leur donnez vie plus concrètement, mais comment vous les pensez ? Quelle vision pour la jeunesse en France aujourd'hui ? La jeunesse qui s'engage, en tout cas. Bonjour à tous, merci beaucoup, chère Chloé, pour l'invitation à cette table ronde. Alors j'essaierai d'apporter un regard un peu jeune, à côté de ces illustres intervenants. Écoutez, côté jeune, on pourrait en fait rapprocher le terme de nation à tout groupe, tout collectif d'individus qui se rassemblent autour de valeurs communes, d'us et coutumes en commun qui partagent. Donc en fait, on pourrait se dire que c'est une œuvre collective. Un peu plus. Ah oui, en effet. C'est une œuvre collective, une œuvre partagée. Cette œuvre, elle s'inscrit également dans le temps, elle se construit avec les expériences qui viennent l'enrichir d'année en année. Et donc en fait, chaque individu de cette nation doit être conscient qu'il est aussi d'une certaine manière l'héritier d'une multitude d'expériences qui ont façonné la nation à laquelle il appartient. Et si une nation comme la nation française aujourd'hui existe et se perpétue d'expérience en expérience, d'âge en âge, c'est grâce à l'implication de chaque individu, grâce à un travail de tous, grâce à une intelligence collective pour œuvrer à son entretien. Cet entretien ici de la nation en question me semble être une notion plutôt charnière puisqu'elle permet de se rapprocher vers cette expression de bien commun ou d'intérêt général que chercheront naturellement à défendre les individus d'une nation. Et c'est comme ça petit à petit qu'on
comprendre d'où vient cette notion d'esprit de défense. Alors, dans la mesure où c'est une œuvre collective, chaque personne appartenant à une nation doit donc se poser la question, comment est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux apporter ma part à l'entretien de cet ensemble de valeurs, d'habitudes, de modes de vie, etc. Comment est-ce qu'en fonction de ma position, je peux apporter ma part à l'édifice? Il est donc nécessaire que chaque personne y joue un rôle pour justement entretenir donc cette vertu collective. Quel que soit le parcours universitaire, les horizons professionnels, que je sois jeune, plus âgé, ingénieur, boulanger ou n'importe quelle profession, il est important de se poser cette question-là, je pense. Chaque citoyen doit être finalement intimement persuadé que son action individuelle est déterminante pour le collectif et que sans ce collectif-là, il ne peut pas non plus agir individuellement. Ce sont deux notions qui, je pense, sont réellement imbriquées l'une dans l'autre. In fine, faire nation implique en fait d'être conscient que chaque individu est au service d'une cause qui dépasse son propre intérêt individuel. C'est pertinemment parce qu'il est au sein d'un collectif qu'il peut exister en tant qu'individu. Si nous sommes une nation aujourd'hui, c'est pas de mon propre fait individuel. C'est vraiment grâce à un travail de tous. Servir me semble donc une notion vraiment primordiale pour faire nation aujourd'hui, car il inclut cette notion de collectif. Et ces notions de service et de collectif au XXIe siècle aujourd'hui me semblent plus que jamais contestées. On est aujourd'hui dans des sociétés où on a davantage tendance à promouvoir des modes de vie plutôt individualisés. Je pourrais prendre l'exemple des réseaux sociaux par exemple, où on a tendance à davantage s'enfermer dans ce qu'on pourrait appeler nos bulles numériques et qui se transposent parfois de plus en plus au monde réel. Alors au sein de sociétés où justement l'instantanéité prime, le temps paraît nous manquer, où les multiples réactions et sollicitations émotionnelles des réseaux sociaux se transposent de plus en plus au monde réel, on en finit en fait par oublier qu'est-ce qui nous permet d'entretenir la nation à laquelle on appartient et qu'est-ce qui nous permet de la perpétuer. La désinformation, on en a rapidement évoqué tout à l'heure, qui est véhiculée sur ces mêmes réseaux sociaux, est aussi un facteur qui accroît largement les fractures et qui nous isole les uns aux autres, qui nous polarise les uns des autres. D'où la nécessité d'avoir un tissu commun entre tous, qui nous rassemble tous, et qui, je pense, doit servir de cohésion nationale. Ce tissu-là, je pense que c'est l'esprit de défense, et c'est comme ça qu'on essaye de le penser, du moins au sein de l'association des jeunes IHEDN. Alors, le contexte extérieur d'une nation, on en a aussi un peu parlé, peut l'amener donc à entreprendre des actions pour justement amener à défendre ses modes de vie, ses intérêts, etc. Et donc, naturellement, en fait, cet esprit de défense se construit assez naturellement à partir du moment où je suis dans une communauté, dans une nation, et je cherche à subvenir à mes besoins. Nous avons eu ces dernières années peut-être trop tendance à assimiler esprit de défense et militaire. Mais en fait, on l'a vu, l'esprit de défense, c'est bien plus large que ça. C'est pas juste uniquement une question de chars de combat ou d'avions de chasse. C'est vraiment qu'est-ce que je peux faire concrètement pour aider mon pays, ma nation, à se perpétuer d'âge en âge. Et donc, c'est se poser la question, qu'est-ce qui, entre nous, mériterait d'être défendu? Alors, pour conclure peut-être cette première partie, je terminerai par une citation que vous connaissez probablement tous et qui ne résumerait pas forcément de manière exhaustive qu'est-ce que signifie être nation, mais je pense que quand John Fitzgerald Kennedy évoque « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour lui », ça me semble déjà être un très bon point de départ pour se mettre au service d'une cause commune. Et alors, on va reprendre peut-être, Rémi, tu vas garder la parole. Concrètement, alors, qu'est-ce que vous, jeunes IHEDN, faites pour votre pays? Quelles sont vos actions au sein de l'association? Le concept, c'était bien, l'action, c'est encore mieux. Alors, Rémi, quelques éléments sur votre action, justement. Eh bien, donc, pour donner suite un peu à ce que je pouvais évoquer, alors je vais vous citer deux grands exemples qu'on fait au sein de l'association. Le premier, je pense que ça passe vraiment par de l'information et de la formation pour éveiller à une conscience collective des risques et des menaces qui pèsent à la fois au niveau national et international. Le but, c'est de se dire vraiment qu'est-ce qui pèse sur la nation française aujourd'hui et qui pourrait l'empêcher de se perpétuer.
En ce sens, l'association des jeunes IHEDN organise donc de nombreuses activités telles que des conférences sur des sujets thématiques, des tables rondes comme celle-ci aujourd'hui, des podcasts, des vidéos, tout un tas d'activités. Et je vous invite, alors chaque année nous publions aussi ce qu'on appelle un recueil d'articles qui s'appelle S'engager par la plume, qui est disponible sur le petit stand de l'association, et qui rassemble en fait les meilleures réflexions des membres jeunes de l'association. Le but ici, il est d'éveiller cette conscience collective des risques et des menaces entre jeunes générations et de manière plus générale à plus large échelle. Donc je ne peux que vous inviter à vous le procurer s'il en reste sur le stand de l'association, et non seulement déjà à le lire, et puis surtout à le critiquer. Les auteurs, les personnes qui ont publié dans cet ouvrage-là sont parfaitement conscients qu'ils ne détiennent pas la solution à tous les problèmes qu'ils exposent et qu'ils partagent. Ils veulent juste donner leur point de vue et ils attendent justement un retour pour faire grandir cette réflexion qu'ils ont. Et que sans ce retour-là, eh bien, ça restera une action individuelle parmi d'autres qui n'a pas forcément vocation, du coup, qui ne pourra pas s'impliquer dans ce qu'on définit comme étant faire nation depuis le début de cette table ronde. Un deuxième exemple qu'on met en place cette année, et alors c'est dans un tout autre domaine, c'est un des projets phares de l'association cette année, puisque des jeunes de l'association vont se lancer dans l'ascension du Mont Blanc accompagnés par des blessés de guerre physiques et psychiques. Alors au-delà des valeurs d'engagement, de dépassement de soi que va véhiculer ce projet, en quoi est-ce qu'il permet à notre niveau de faire nation ? Eh bien, chaque participant a compris que pour aller en haut du Mont Blanc, nécessairement il allait avoir besoin du soutien des autres et qu'il y allait avoir des moments où ça serait un peu plus dur et que s'il n'est pas persuadé qu'à un moment où il serait peut-être un peu en difficulté, il n'y a pas quelqu'un qui est là pour venir lui mettre la main sur l'épaule et lui dire « Allez, on va y arriver ensemble », il n'a aucune chance d'y arriver. C'est vraiment une œuvre collective. Et que sans avoir conscience de ça, eh bien, ces jeunes et ces blessés n'auront malheureusement aucune chance d'aller en haut du Mont Blanc. Et ce soutien mutuel que vont s'exercer entre ces membres qui vont tenter l'ascension du Mont Blanc, je pense représente bien cet état d'esprit qu'on doit avoir entre chaque citoyen aujourd'hui. C'est vraiment ces notions de soutien, de servir pour entretenir la nation à laquelle on appartient. Et puisque vraiment, faire nation aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est une action collective et non pas individuelle. Merci beaucoup Rémi, et donc n'hésitez pas à vous rendre sur le stand Les Jeunes IHEDN dans l'Agora. Asma, je te propose de poursuivre. Tu as parlé de détricotage. Comment on retricote ? Comment on recrée le lien ? Concrètement, en fait, comment on fait ? Alors, il y a, vous l'avez compris, hein, vous le sentez tous, il n'y a évidemment pas de solution magique, parce que pour qu'il y ait une solution magique, il aurait fallu que le problème soit simple. C'est forcément complexe, c'est forcément multifactoriel, et il faut que l'on répare 40, 50 ans d'erreurs, de compromission et d'errement. Donc c'est un peu compliqué en un mot et en une phrase. Maintenant, des choses très concrètes. Je vais aller du plus basique et du plus ennuyeux, on va dire, au plus sympa. Le plus ennuyeux, mais qui est absolument nécessaire, c'est encore une fois, c'est cette histoire de benchmarker. Pendant le Covid, je vous ai parlé de l'agence disons, de résilience, je ne sais pas comment ils l'ont traduit et comment vous pourriez le traduire, mais de résilience cognitive en Finlande. Vous comprenez bien pourquoi la Finlande, avec ce qui se passe. Un autre exemple, c'était pendant le Covid, le Canada, qui s'était dit, OK, nous, et c'était l'antithèse de ce qu'a fait la France, par ailleurs, mais ce qui est très intéressant, parce que ça a beaucoup mieux marché. Il s'était dit, nous, comme gouvernement et comme parole politique, notre rôle n'est pas de dire le vrai. Notre rôle, c'est d'armer cognitivement nos citoyens pour qu'ils soient extrêmement vigilants dans leur usage des réseaux sociaux, de la désinformation. Vous saviez, c'était l'explosion du complotisme, des anti-vax, et puis une espèce de boulgui-boulga comme ça, de convergence des complotismes, augmenté de désinformation, augmenté d'ingérence. Le truc est ingérable. Et vous n'allez pas mettre un flic derrière chaque citoyen, c'est impossible, conceptuellement et matériellement. Et donc, ils avaient lancé une énorme campagne de sensibilisation que j'avais trouvée très intéressante, qui s'appelait le 5 Seconds Program. C'est 5 secondes, c'était le programme des 5 secondes. Ils l'avaient vraiment affiché partout en disant « Les gars, nous, on n'est pas du tout là pour vous dire ce que vous devez penser. En revanche, prenez toujours 5 secondes avant d'engager n'importe quelle action sur un contenu donné. »
5 secondes, c'est les 5 secondes dont vous avez besoin pour en fait faire basculer votre cerveau, disons le système 1, ça c'est Kahneman, le système 1 de votre cerveau, le réflexe, les pensées rapides, les émotions, enfin tout ce qui fait que vous allez être dans l'économie de l'attention et pulsionnelle, d'ailleurs plus exactement, vers le système 2, celui de la réflexion, de la distance et du recul vis-à-vis du contenu. Et vous verrez que même vous, ici, qui m'écoutez, là, quand vous allez avoir ça en tête, vous n'allez plus du tout avoir la même réaction et la même, disons, pulsion sur les réseaux sociaux et sur les contenus. Et vous allez voir que vous allez beaucoup moins liker, beaucoup moins sharer, beaucoup moins follower tout d'un coup, et que vous serez un peu plus, disons, sain dans le comportement vis-à-vis des contenus hyper rapides sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a 2 autres choses que j'ai envie d'ajouter, qui sont a priori pas du tout concrètes, mais qui sont en fait le cœur de ce qui est matériel, c'est que de plus en plus, et plus j'avance moi dans mes réflexions et dans mes travaux sur cette histoire d'hybridité, de dualité, plus je m'aperçois que le virtuel, le numérique, les technologies, toutes ces interfaces qui sont dans la poche de chacun, toutes en fait sont la nouvelle norme. La nouvelle norme de sociabilisation, la nouvelle norme de subjectivation, votre rapport au monde est façonné comme ça, vous êtes façonné comme ça et par ça. Et donc, à partir de ce moment-là, qui dit guerre dit aussi résistance, et donc il me semble que c'est aujourd'hui le réel, la matière, la sensualité, les corps, se voir, sortir, les cafés, la rue, qui est la nouvelle en fait résistance contre la norme. Et il faut bien l'avoir en tête pour justement lutter contre cette atomisation. L'atomisation, c'est être seul, et donc être seul derrière son écran aussi, et donc être vidé de son humanité. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, il y a des études, vous pourriez dire qu'il n'y a aucun rapport, le rapport est absolument direct, à mes yeux, où les jeunes font de moins en moins l'amour. Et c'est très grave, et c'est un acte politique de désertion qui est extrêmement inquiétant à mes yeux. Et puis enfin, il y a la question de faire nation. Si je l'emmène, pourquoi est-ce qu'on défendrait son pays aujourd'hui ? Aujourd'hui, pourquoi ? Et donc, il y a quelque temps, il se trouve que j'étais à Taïwan et je parlais avec une jeune hackeuse de 20 ans qui avait les cheveux violets, vraiment, un profil mais complètement iconoclaste, et qui travaillait donc dans les équipes ou les task force cyber de Taïwan. Et donc à la question de « mais pourquoi vous êtes là ? Vous pourriez être payé des millions dans n'importe quel géant technologique chinois ou américain », parce qu'elle était absolument brillante. Et elle me disait « mais en fait, est-ce que nous, il va falloir qu'on comprenne, et ça participera, et ça devrait participer de la communication institutionnelle, de plus en plus, je l'espère en tout cas, j'y œuvre dans tous les cas, c'est qu'en fait, défendre son pays aujourd'hui, dans les questions cyber, informationnelles, etc., elle me disait, mais c'est rock. C'est rock d'être en prise avec les menaces. C'est rock de défendre son pays. C'est rock and roll de défendre quelque chose. Et c'est en fait un antidote contre le nihilisme ambiant où tout se vaudrait, où c'est pas grave, et puis les autres s'en occuperaient bien. Et donc elle s'était engagée là-dedans parce qu'en fait ça lui donnait juste un sens rock and roll à sa vie. Et j'ai trouvé le côté punk absolument incroyable, et c'est comme ça qu'on attrapera les jeunes, et c'est comme ça qu'on arrivera à convaincre les jeunes, pas en assénant, pas en obligeant, mais en rendant en fait la défense de son pays en fait sexy, parce que ça peut aussi être sexy. Merci, merci beaucoup Asma. Alors en effet, ça peut être sexy. Denis Péchanski, justement, comment on remet au goût du jour tout ça, et puis peut-être par vos travaux aussi, qu'est-ce que vous pouvez voir qui peut nous permettre de mieux comprendre comment aujourd'hui on agit justement pour cette nation, après avoir défait nation, comment on fait nation ? Je vois plusieurs pistes, et ça va être assez complémentaire de ce que tu viens de dire. Le premier, c'est mobiliser l'histoire. Et mobiliser l'histoire, ça ne veut pas dire l'instrumentaliser, ça ne veut surtout pas dire parler devoir de mémoire. Le devoir de mémoire est une expression qu'il faut absolument bannir, et Simone Veil l'a dit avec quand même un peu plus de talent que moi. Il n'y a pas d'obligation morale. Si on impose une obligation morale via le devoir de mémoire, ça ne passera jamais.
En revanche, il y a un travail de mémoire, il y a un travail de l'histoire immobilisé. Et la référence à l'histoire est toujours intéressante parce qu'on va, comme ça, chercher des formes de modèles. Et des modèles qui répondent à notre souhait de reconstruction. Et je pense à ce qui se fait, puisque ça sera avec mon étiquette de président du Conseil scientifique d'orientation de la mission des 80 ans, des commémorations. Je pense, par exemple, à ce moment qui a été un moment assez magique de panthéonisation de Misak Manouchian. Bon. Voilà un Arménien qui a connu le génocide arménien, bien sûr, qui se retrouve en France, donc un orphelin du génocide, qui va rentrer dans le mouvement communiste et qui, pendant la guerre, va être un des responsables et le responsable militaire de la lutte armée à Paris, dans les FTP-MOI. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez, si j'ai 2 heures, je peux. Et Misak, vous le savez bien, a été arrêté et va être fusillé avec ses camarades après le procès dit de l'affiche rouge. Et ce qui m'intéresse, c'est que se retrouvent là des gens d'origine arménienne, italienne, espagnole, des juifs d'Europe centrale, orientale. Ils ont chacun leur matrice d'origine qui font leur identité. Et en même temps, outre bien sûr espèce de référence à l'utopie communiste qui est le point commun, il y en a un deuxième, c'est l'amour de la France. Et je pense que ça serait une piste intéressante aussi à creuser à travers ce qu'a fait la résistance comme facteur de reconstruction de l'identité nationale et sociale. Voilà des gens qui sont venus de tous les pays et dans toutes les lettres de fusillés de Manouchian et de ses camarades, il y a une référence à la France et il y a un vive la France sous une forme ou sous une autre, face aux Allemands, mais face à ceux qui les ont trahis, eux les résistants, c'est-à-dire Vichy, c'est-à-dire l'État français, c'est-à-dire la police parisienne qui a été là sous direction, à part un certain nombre de résistants, parce qu'il y en a eu dans la police, a fait son boulot, comme on dit. Et on a là un chiasme très intéressant d'étrangers qui se sont battus pour la libération du territoire national et qui sont repérés, arrêtés et torturés par des policiers français qui travaillent au service de l'occupant. Et ce chiasme-là est une leçon. Et je pense que dans cette guerre-là, on a des exemplarités qu'il faudrait rechercher, comme dans d'autres moments de l'histoire. Donc, mobilisons ces références-là, et on s'aperçoit dans les commémorations, et on a encore un sondage récent qu'il va falloir, là on va sortir bientôt, dans quelques jours, qui montre la façon dont, pendant ces 2 années-là des 80 ans, il y a eu une forme d'appropriation par la société française de ces commémorations. Et ça, pour nous, ça a été très frappant. On a quand même 3000 projets qui ont été labellisés dans toute la France, plus 2000 dans les établissements scolaires. On n'a jamais connu ça. Et ça, c'était un signe extrêmement positif. Alors le problème, c'est qu'évidemment, quand on confronte avec ce qui s'est passé dans le même temps en France, on n'est peut-être pas totalement optimiste. Bien. Mais ça passe par là. Ça passe par là, et cette mobilisation est essentielle, c'est cette référence est essentielle, par l'appropriation par la société dans son ensemble, et en particulier dans les milieux scolaires. Ça m'amène à parler un peu de ces actes, de ces priorités. Pour reconstruire, pour refaire nation, ça veut dire qu'il faut reconstruire autour des valeurs partagées, autour du socle commun. Alors d'une façon ou d'une autre, on prend les modalités qu'on veut, je suis bien d'accord, mais il faut qu'on reconstruise autour de ces valeurs héritées de la Révolution française et de la République laïque. C'est autour de ça. Bon.
Et ça prendra les modalités qu'on verra, mais ça veut dire aussi que les appartenances identitaires, communautaires, doivent être en second niveau. Il ne faut pas les nier. Je prends l'exemple de la guerre, je parlais de la MOI, je veux dire que les Arméniens, les Juifs d'Europe centrale et orientale, les Italiens, les Espagnols, ils avaient évidemment ça qui était composante de leur identité. Mais au-dessus de tout et de plus en plus dans le combat, il y avait cette dimension de lutte contre le nazisme, bien entendu, mais appuyée sur la France. Pas la France de Vichy, hein. Pas la France de Pétain, la France des droits de l'homme et la France des Lumières. Donc, je laisse tomber ma référence Deuxième Guerre mondiale, mais quand même, ce qu'on retrouve à travers ces commémorations, cette reconstruction-là me semble essentielle. La deuxième piste, les réseaux sociaux. Il faut, d'une façon ou d'une autre, même si on ne peut pas mettre un policier ou un militaire derrière chaque citoyen, il faut qu'on arrive à un système de régulation des réseaux sociaux. Pour une raison simple, c'est qu'on a une illusion de l'horizontalité. Toute personne sur les réseaux sociaux est experte de tout. Et les réseaux sociaux donnent la possibilité à n'importe qui de s'exprimer sur tous les sujets avec la validité donnée par ces mécanismes de circulation de l'information. Et en même temps, derrière, caché, il y a la verticalité, parce que, évidemment, derrière cette pseudo-horizontalité, cette illusion non seulement de compétences, mais aussi de pluralité d'informations, on a des mécanismes de contrôle, pas simplement par les algorithmes, mais par cette maladie majeure qu'est le complotisme, qui est un facteur essentiel de déconstruction de la société. Donc on doit agir sur ces réseaux sociaux. Et je dirais, enfin, une priorité absolue, c'est l'enseignement, c'est l'éducation. On ne s'en sortira pas si on ne revient pas à mettre l'éducation au cœur du projet de société. Alors ça passera peut-être par aussi là, des références historiques, retrouver les hussards noirs de la République. Je pense qu'on aura beaucoup de mal, mais on ne peut pas passer par une forme de démission qui est actuellement la norme et qui interdira toute reconstruction autour de nos valeurs partagées et pour faire nation. Merci beaucoup et merci d'avoir brillamment tenu les délais parce qu'on est pile dans ce qui avait été anticipé, donc c'est absolument parfait. Général, peut-être pour terminer, et pour faire le lien avec tout ça, reparler un petit peu des armées, vous parliez en effet de ce lien armée-nation qui voudrait dire, s'il y a un lien à faire, que armée et nation sont distincts, en tout cas dissociés. Comment on remet les armées au cœur de la nation, comme vous le disiez, et comment on fait le lien avec tout ce qui a été dit avant, jeunesse, mémoire, histoire, réseaux sociaux? Merci. Si je devais synthétiser très rapidement nos propos, je trouve absolument majeur et essentiel de voir que nous nous sommes entendus sans avoir travaillé ensemble avant sur un certain nombre de points, à la fois sur ce qui constitue notre identité, c'est-à-dire une nation, un État, une armée. Nous sommes aussi... moi, je partage les constats qui ont été faits, des remises en cause internes ou externes de chacun de ces notions, nation, État, armée. Et donc maintenant, nous sommes dans comment faire pour avancer. Le premier point, si on reprend donc le triptyque d'Auguste Comte, savoir, vouloir et pouvoir, donc on convient que nous savons, tout vient d'être dit, et je partage
l'ensemble des analyses qui ont été faites, même si on pourrait les nuancer, notamment sur les États-Unis d'Amérique, comme l'a rappelé un colonel américain interviewé par Quotidien à l'entrée du PDSF. Les traités n'ont pas été remis en cause. Tant que les traités ne sont pas remis en cause, voilà, je rappelle que les États-Unis d'Amérique restent notre allié parce que notre allié historique, nous sommes le plus vieil allié des États-Unis et notre allié au sein de l'OTAN. Voilà, je pense que c'est que, voilà, à part ce type de petites nuances, mais qui pourraient nous tenir des heures, on sait, on partage le constat. Maintenant, il faut vouloir et pouvoir. Là, il y a deux solutions. Soit on se met de la cendre sur la tête et on dit on est foutu, on achète un bout de terrain en Ardèche, on vérifie qu'il y a une source, et puis on se fait sa cabane, et on achète des poules, des moutons, et puis on attend que ça passe. Voilà. Vous avez ici des exemples d'incarnation de ce refus de l'inéluctable, ce refus de la passivité. Chacun, dans ses domaines, dans son expertise, le professeur Péchanski a évoqué l'extraordinaire succès de la mission du 80e anniversaire, le travail très important fait par l'ensemble des associations. Donc, il faut vouloir. Depuis que j'ai débuté ma carrière juste après le génocide au Rwanda, avec l'ensemble des débats qui a lieu sur l'intervention de l'armée française au Rwanda, moi je m'accroche à un point majeur, c'est qui sauve un homme sauve l'humanité, et je pense à tous les Rwandais que nous avons sauvés. On n'en a probablement pas sauvé assez, on est probablement intervenu trop tard, mais voilà, donc il faut vouloir, et ensuite il faut pouvoir. Et c'est là qu'il est absolument important, chacun d'entre nous à notre place, nous agissions. Parce qu'il y a ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire, moi, gouverneur militaire de Paris, dire « Ah, ben vraiment, si l'éducation nationale avait fait son travail, on n'en serait pas là. » Et ok, terminé. Ça, c'est pas possible d'avoir ce discours-là. Donc, c'est quelles sont mes responsabilités, quelle est ma zone d'action et comment je peux agir. Et donc, c'est comme ça que j'ai réfléchi l'ensemble des actions que je développe pour contribuer à ma modeste place, à ma juste place, à le raffermissement, la consolidation, la réparation. Voilà. Alors, si je réutilise le terme, mais moi qui m'intéresse et que je trouve bien, il faut que ça soit sexy. Alors, quand vous voyez ma tronche, voilà, l'uniforme gris, les cheveux courts, bon, c'est pas gagné forcément tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Que doit-on faire pour que ça soit sexy? Pour que ça soit sexy, il faut d'abord qu'on parle à des auditoires différenciés. On ne peut pas s'adresser de la même manière. Ça ne veut pas dire des choses différentes, mais ça veut dire adapter le discours à l'auditoire. Et j'essaye de développer des actions envers trois publics très différents. La jeunesse d'abord, l'État et les administrations et les élus d'autre part, et le monde économique d'autre part. Enfin, pardon. Alors, la jeunesse. La jeunesse, c'est qu'est-ce qui parle aujourd'hui à la jeunesse? Qu'est-ce qui intéresse la jeunesse? Comment la jeunesse réagit? Moi, je suis frappé du fait que la jeunesse, elle a besoin d'engagement. Et là, je partage complètement cette nécessité d'incarnation, cette nécessité de présence physique. Nous apportons donc notre concours à l'organisation de forums, de salons. Nous avons eu un très grand succès samedi dernier. Nous avons eu le deuxième forum des métiers de la défense et de la sécurité qui a été organisé au Cercle national des armées à Saint-Augustin. Nous avons doublé les effectifs de participation des étudiants et jeunes professionnels intéressés par ce monde global qui va des corps habillés aux entreprises et aux militaires stricto sensu, le monde de renseignement. Nous étions près de 3000, vous étiez, la jeunesse, près de 3000 participants. Donc il y a ensuite, comment je fais pour aller vers les marges? Aller vers les marges, c'est quoi? Ça a été très bien dit, notamment par Asma, ça a été très bien dit par le professeur Péchanski, il faut aller vers là où est la jeunesse de France.
mais pas uniquement la jeunesse. Moi, je travaille aux Invalides. C'est facile d'avoir un partenariat avec Victor Duruy, 7e arrondissement de Paris. Il y a la salle dans laquelle il y avait le bureau de Gallieni. Assez facile. J'ai décidé de signer un partenariat, une convention avec une ligue de MMA. Alors, je ne sais pas si dans la salle, vous savez, si vous êtes nombreux à savoir ce que c'est que le MMA. J'avoue que jusqu'à ma prise de fonction, je ne savais pas trop. Le MMA, les taux de croissance du MMA, ils sont probablement comparables à ceux du football professionnel. Donc de deux choses l'une. Soit nous, les militaires, nous regardons ce phénomène-là en disant « Oh là là, c'est quoi c'est sale, c'est pas propre, il y a un peu de sang. » Voilà. Soit on se dit « La jeunesse, elle est là. La jeunesse, elle est... » Et donc, il y a un mois, j'ai assisté à mon premier spectacle de MMA. Il y avait un stand de recrutement de l'armée de terre. Il y avait les clips sur le concert Sentinelle, donc un concert au profit des blessés que j'organise le 10 avril, petite publicité en passant. Vous êtes tous évidemment cordialement invités à assister Salle Pleyel avec un certain nombre d'artistes de variété. Je referme la parenthèse. Et nous sommes allés, donc nous allons, quand je dis aller aux marges, ça ne veut pas dire qu'il y a un cœur parfait et des marges, mais c'est bien aller toucher la jeunesse là où elle est. Je réfléchis, vous connaissez les Space Invaders dans tout Paris, hein, ces petits bonhommes qu'il y a. Aujourd'hui, il y a des guides touristiques où les gens visitent les capitales européennes ou mondiales avec ces Space Invaders. Je m'interroge sur l'intérêt d'en mettre un à l'intérieur des Invalides. Comment je fais pour attirer aux Invalides, cœur battant de la nation, à la fois Panthéon des gloires militaires, hôpital des pensionnaires, hôpital des jeunes blessés, musée de l'histoire de France, etc. Comment j'attire un public qui n'a pas forcément... Voilà. Et donc, c'est ce travail-là que mes équipes et moi-même sont en train de livrer. Donc, la jeunesse, comment je vais vers elle, comment je réponds à ces codes et comment je sors des lambeaux, enfin des lambris dorés des hôtels de la République pour aller parler à cette jeunesse, incarner une réalité dont elle n'a pas forcément conscience. Juste un petit point, l'un d'entre nous a parlé de remettre l'armée au cœur de la société. Moi, je m'élève contre la militarisation de la société. Au contraire, il faut continuer le débat, il faut qu'on soit interpellé, il faut qu'on soit questionné, il faut qu'on soit... Voilà, et moi je trouve extrêmement sain la réforme constitutionnelle qui a été introduite, qui oblige l'exécutif à retourner vers le législatif au bout de 3 mois d'opération extérieure pour poser la question, pour dire aux parlementaires, voilà, je salue l'organisation autour du Premier ministre et du ministre des Armées d'une réunion de l'ensemble des présidents des groupes politiques pour évoquer la situation dans laquelle nous sommes. Donc, parler aux élus, répondre à leurs questions, parler à l'administration. Sur l'administration, relancer le travail avec l'éducation nationale. Relancer le travail avec l'éducation nationale, c'est agir par le haut et par le bas. Agir par le haut, c'est ce que j'ai fait au mois de novembre, re-signer la nouvelle convention des trinômes académiques. Les trinômes académiques, c'est ce qui lie 3 institutions différentes, les associations d'anciens outil-leaders de l'IHEDN, d'une part, les recteurs des académies, d'autre part, et l'autorité militaire locale, enfin. Et donc, c'est donner l'impulsion par le haut. Ensuite, il y a encourager par le bas. Voilà. Et donc, là aussi, soit je me dis, oh là là, mais la jeunesse en Ile-de-France, 2 millions d'étudiants avant le bac, c'est impossible, j'y arriverai jamais. Soit on signe, jour après jour, des conventions pour organiser des classes de défense avec un thème mémoriel. Mon projet de professeur d'histoire et de français, c'est d'étudier la Seconde Guerre mondiale, les Compagnons de la Libération et d'aller ensuite faire une visite du fort du Mont Valérien. Nous sommes un territoire dans lequel il y a le plus de monuments de mémoire nationale. Utilisons ça, encourageons, finançons, donnons des conseils. Et enfin, la dernière, c'est les entreprises. Car un membre éminent d'une entreprise me rappelait un fait qu'on a peut-être oublié, c'est qu'au moment du Covid, quand il y a eu le confinement, les entreprises, les chefs d'entreprise se sont retrouvés en première ligne des consignes à donner, et je terminerai par ça, vers leurs salariés.
qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Et je terminerai par ce pot que Asma a cité, c'est le terme de résilience. Nous sommes aujourd'hui issus d'une histoire, d'une géographie. Voilà, on était un climat tempéré. On avait réussi depuis 80 ans à repousser la menace assez loin de nos frontières. Et donc, ce terme de résilience me paraît absolument essentiel. C'est qu'est-ce que je fais, moi, pour pouvoir répondre à l'ensemble des défis qui sont face à moi, y compris les dérèglements climatiques. Et là, je peux vous dire qu'il y a 1000 façons de s'engager. Il y a 1000 façons de s'engager au sein du ministère des Armées, civils, militaires, jeunes, moins jeunes, informaticiens, cuisiniers, mécaniciens, master 2, docteurs. Il y a 1000 façons de s'engager. Et donc, chacun d'entre nous doit répondre à cette question. Qu'est-ce que je fais, moi, pour sauver un homme et donc sauver, si ce n'est l'humanité, c'est en tout cas ce qui fait que nous sommes une nation aujourd'hui.